Et puis après, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus à ce 50e webinaire, 50 déjà, webinaire Parlons RH. Je suis Thomas Chardin, je suis le dirigeant de Parlons RH et c'est moi qui vais avoir le plaisir d'animer ce webinaire. Ce matin, ce webinaire qui a pour thème QVT, qualité de vie au travail, comment rendre vos salariés acteurs de leur bien-être. Et pour ce faire, j'ai vraiment le plaisir de recevoir un invité expert de cette thématique en la personne de Léopold Denis, co-fondateur de Moodwork. Bonjour Léopold. Bonjour Thomas. Merci d'être là avec nous. Alors en distanciel, on ne pouvait pas le faire en présentiel comme les webinaires Parlons RH, mais ça ne change rien. Ça sera quand même un plaisir d'échanger avec toi ce matin sur cette thématique. Alors, de quoi allons-nous parler? Comme tous les webinaires Parlons RH, il y aura 3 grandes questions, 3 moments forts, si je puis dire, avec vous, chers participants, et avec Léopold. Les 3 temps forts seront de quoi va-t-on parler? Donc, Léopold nous décrira, on va essayer de circonscrire le sujet du webinaire à la thématique proposée, la différence entre QVT, RPS, bien-être, et essayer de nous décrire cela. La deuxième question, c'est pourquoi c'est important justement d'appréhender cet axe plus individuel de la QVT. Et puis la troisième question, mais alors comment fait-on une fois qu'on a compris ce que c'était et quelle était son importance pour les professionnels RH, pour l'entreprise comme pour les individus, et par quelle étape passe-t-on? Et ça sera le troisième temps fort. Durant ce webinaire, à la fin du webinaire, vous pourrez l'évaluer, vous pourrez le commenter. On lit avec beaucoup d'attention tous les commentaires. Alors, les commentaires peuvent être positifs, ça nous fait plaisir et ça nous permet de continuer. Et les commentaires peuvent être aussi dans une dynamique d'amélioration. N'hésitez pas à nous dire ce qui vous a peut-être moins plu ou ce que vous aimeriez voir comme webinaire sur les thématiques RH adressées. Vous pouvez télécharger la présentation qui va vous être faite. Et surtout, le plus important, durant ce webinaire, pas à la fin, durant ce webinaire, vous devez poser des questions à Léopold. Il est là pour vous, pour qu'on puisse échanger sur cette thématique de la QVT. Alors, n'hésitez pas aussi à faire vos retours d'expérience. Avant de commencer par cette première question, alors, le dernier point, ce webinaire s'arrêtera à 11h45. C'est important d'essayer de respecter précisément les horaires, même s'il y a beaucoup de questions et on vous invite encore une fois à en poser beaucoup. Donc, avant de commencer par cette première question, de quoi parle-t-on quand on parle de QVT et de RPS? Est-ce que, Léopold, tu peux te présenter à notre audience et puis surtout présenter Moodwork pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette belle entreprise? Bien sûr, avec plaisir. Déjà, je suis ravi d'être là. Merci beaucoup Thomas pour l'invitation. Donc je suis Léopold Denis, je suis cofondateur et directeur des opérations de la société Moodwork, qui est donc une entreprise spécialisée dans la qualité de vie au travail et qui développe des outils qui vont permettre d'accompagner chaque collaborateur dans sa démarche de qualité de vie au travail. Également, à côté de ça, je suis administrateur d'une association qui est assez connue et reconnue, qui s'appelle le Lab RH. Alors, c'est quoi le Lab RH? Peut-être que tout le monde ne connaît pas, en 2 mots. Oui. Le Lab RH, c'est une association. Je vais devoir faire plus. Le Lab RH, c'est une association qui regroupe des jeunes entreprises, des startups et des grands groupes avec pour objectif de promouvoir l'innovation en matière de ressources humaines en France. Beau programme, je vous invite à aller sur leur site. Tu disais de Moodwork, c'était d'accompagner. Alors, tu peux reprendre la formulation que tu as utilisée? Moodwork, c'est Ouais, accompagner les entreprises dans la qualité de vie au travail des collaborateurs, c'est ça? c'est accompagner chaque collaborateur de nos entreprises clientes dans leur démarche de qualité de vie au travail. Donc, En vos fait, clients sont bien les entreprises? Vos clients ouais, sont c'est les ça. entreprises, c'est ça? Exactement. Ce sont les entreprises. Donc, nous, on va vendre aux entreprises un abonnement pour leurs collaborateurs, qui a pour objectif d'accompagner le collaborateur. Donc en fait, on propose une application qui est web et mobile sur laquelle le collaborateur va trouver des outils d'auto-évaluation pour mieux comprendre sa qualité de vie au travail, des outils d'auto-formation pour l'aider à développer ses soft skills et bien sûr de l'accompagnement humain via des assistantes sociales et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on accompagne à peu près 100 000 salariés en France. Je vois 70 entreprises clientes. C'est quoi? C'est comme type d'entreprise? Est-ce qu'il y a des secteurs particuliers ou des tailles d'entreprises particulières?
Bah alors ouais, comme tu peux le constater, 100 000 salariés pour 70 entreprises clientes, donc c'est C'est pas de la TPE. C'est pas de la euh, TPE. c'est pas de la TPE. On a nos plus petits clients, ça doit être 20-30 salariés, mais la majorité de nos clients, ça va être des ETI et des grands comptes, la BNP, EDF, LVMH, Vinci, ainsi de suite. Ouais, donc Et des aussi, au bonnes. niveau des secteurs, bah, comme je viens de le dire, on a vraiment de tout, hein. On accompagne aussi la PHP depuis la crise. Donc, voilà, des hôpitaux en passant par les transporteurs routiers, les sociétés de services, c'est assez large. Voilà, et plutôt des grandes organisations. Tu viens de l'évoquer avant d'entamer ce webinaire, mais je pense que c'est important de savoir à qui on a affaire. Juste, tu viens d'évoquer la crise. Vous, comment est-ce que vous avez vécu la crise, ou plutôt comment tes clients ont vécu la crise, les clients qui sont en ligne, hein, les DRH? Est-ce que sur ce sujet de la QVT, tu as senti une appétence plus forte, ou peut-être au regard de votre solution, un taux d'usage, je ne sais pas quel est le bon, oui, un Mhm. taux d'usage, une application peut-être plus forte. Quel est ton retour là-dessus? Alors, moi, déjà, de façon générale, j'ai quand même, ça fait quoi? Ça fait 4-5 ans que je travaille dans le secteur, que j'ai développé cette société. Et clairement, il y a une appétence beaucoup plus importante pour les sujets de qualité de vie au travail. Je pense que les RH, ils ont toujours été assez sensibles à ces thématiques-là, mais on voit des directions générales, des entreprises qui s'en souciaient pas du tout, qui se sont mis à se poser des questions réellement. Et donc, je pense que c'est un des aspects positifs de la crise, on va dire. Ensuite, sur l'utilisation de notre plateforme, c'est vrai qu'on a ressenti une hausse super importante du x2, x3 en termes d'utilisation de la plateforme entre 2019 et 2020. Tout simplement parce qu'en fait, les collaborateurs, ils ont été coupés de leur entreprise et donc les principaux responsables de leur qualité de vie au travail, ben, c'est devenu eux-mêmes. Ils étaient responsables de leur environnement de travail, responsables de ce qu'ils allaient accepter comme contact avec leurs collègues et ainsi de suite. Donc au final, la responsabilité de la QVT, elle s'est pas mal transposée sur leurs épaules plutôt que sur les épaules de leur organisation comme ça l'était auparavant. Ah, c'est super intéressant. On est déjà dans le sujet. J'ai bien fait de On te est poser déjà la dedans. question. Et ben justement, on va poursuivre. Mais, juste quand même pour terminer sur ce point sur la crise, est-ce que tu penses que la crise, elle a été révélatrice? Souvent, on dit la crise, elle a été accélératrice ou révélatrice d'un certain nombre de tendances qui avaient lieu avant et qui leur donné à ces tendances-là une acuité plus forte. Est-ce que tu penses que sur la QVT, c'est aussi le cas? Il y aura un peu un avant et un après, c'est-à-dire que quand elle sera enfin terminée, je ne voudrais pas être l'oiseau de mauvais augure sur la quatrième vague, mais euh, euh, tu penses qu'on abordera la QVT de façon différente? J'en suis intimement persuadé. J'en suis intimement persuadé. Je crois qu'il y avait beaucoup de choses qui bougeaient avant la crise, mais qui avaient besoin d'un moment révélateur. Et la crise, ça a été ce moment révélateur pour moi. Et bah, je l'aborderai juste après, pendant les différentes étapes de notre discussion. Mais pour moi, ça a révélé l'aspect individuel de la qualité de vie au travail qui était complètement euh, pas assez méconnu, pas assez connu au préalable. D'accord, ok, bah super. Bah, voilà, on va commencer tout de suite par la première question, justement. Alors, quand on dit QVT, comment rendre vos salariés acteurs de leur bien-être, de quoi parle-t-on? Tout à l'heure, j'ai parlé de RPS, je vois qu'il y a marqué prévention primaire, secondaire et tertiaire. Et puis, dans le titre, il y a aussi bien-être. Est-ce que tu peux nous décrire un peu justement le sujet, ce dont on va parler ce matin, et tout en décrivant le sujet, en fait, on est déjà dedans. Ouais, exactement. On est complètement dedans. Et je trouve ça très intéressant de commencer par un petit peu cadrer le sujet. Parce que quand on parle de qualité de vie au travail, vous en parlez à 4 personnes différentes, vous avez 4 versions différentes de la qualité de vie au travail. Donc je trouve ça assez intéressant de commencer dans un référentiel pour savoir où est-ce qu'on va se situer dans cette discussion. Donc ce référentiel, c'est celui que vous pouvez voir à l'écran. Et je trouve ça très intéressant de repartir de ça parce que c'est grosso modo ce que l'ANACT et l'INRS prônent. Qu'est-ce que la qualité de vie au travail, la promotion de la qualité de vie au travail et la prévention des RPS? Ça se décline en 3 types de prévention. La prévention primaire, secondaire, tertiaire. La prévention primaire, grosso modo, il n'y a aucun risque à l'horizon. Comment est-ce que je fais pour éviter qu'il y ait un risque dans le futur? Si je peux faire un petit parallèle un petit peu simple et simpliste, c'est je vois qu'il fait froid dehors. A priori, je ne vais pas tomber malade, mais je vais mettre une écharpe. C'est vraiment de la prévention primaire. Prévention secondaire, j'ai identifié des symptômes qui étaient potentiellement un petit peu tendancieux, un peu risqués, et je vais faire en sorte que ces symptômes ne deviennent pas, on va dire, une crise, quelque chose de plus grave. Pour reprendre mon parallèle, je suis sorti, j'ai attrapé froid, j'ai le nez qui coule, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais prendre une tisane, je vais boire quelque chose de chaud, je vais essayer de me remettre d'équerre pour pas tomber malade. Et la prévention tertiaire, bah là concrètement, il y a quelque chose qui ne va pas,
en termes de qualité de vie au travail, il y a eu une dépression, il y a eu un burn-out, il y a trop de stress, il y a quelque chose qui a craqué, et ben, l'objectif, c'est de le réparer. Réparer, en fait, la situation à risque que l'on a créée. Là, si je reprends mon parallèle, je suis littéralement tombé malade et je vais chez le médecin. Donc, en fait, c'est très intéressant, déjà, quand on est une entreprise, de se dire, OK, est-ce que j'agis à ces 3 niveaux de prévention? Et ensuite, ce qu'on a fait avec l'équipe Moodwork et ce que j'ai un petit peu suscité dans l'entreprise, c'est d'aller un petit peu plus loin. Parce que quand on travaille sur le sujet et quand on lit un petit peu ce que les chercheurs écrivent, on voit que quand on parle de qualité de vie au travail, et ça c'est Yves Clos et Christina Mastag, donc c'est vraiment les deux pontes sur le sujet, qui disent en fait la qualité de vie au travail, c'est le résultat de facteurs organisationnels qui dépendent donc de l'organisation. Est-ce que je suis autonome dans mon travail? Est-ce que j'ai le droit de prendre des vacances? Est-ce que je travaille jusqu'à minuit ou jusqu'à 17 heures? Et ainsi de suite. Donc, ce qui dépend pas de moi individuellement. Et d'un autre côté, ce qu'on appelle les facteurs individuels, c'est-à-dire tous les facteurs sur lesquels moi, en tant qu'individu, j'ai un impact. La façon dont je gère mon stress, la façon dont je gère mes émotions, la façon dont je communique avec les autres, et ainsi de suite. C'est un impact très fort sur la qualité de vie au travail. Donc, pour moi, c'est très important, quand on parle de prévention primaire, secondaire et tertiaire, de le subdiviser entre ce qui est organisationnel, qui dépend de l'entreprise, et ce qui est individuel, ce qui dépend de moi. Donc ça permet vraiment de remettre un cadre. Ensuite, ce que moi, je tiens surtout à souligner là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, et parce qu'on a été un petit peu faussé par toutes les responsabilités légales de l'entreprise qui est responsable des risques avec le DURP, etc., de d'oublier la vraie nature de la qualité de vie au travail qui est réellement une responsabilité partagée entre le salarié et l'entreprise. Si notre objectif, c'est réellement d'améliorer la qualité de vie au travail, il faut que tout le monde s'y mette. Et ce qui a été intéressant, et on l'a vu dans une étude il y a 1 an, c'est qu'aujourd'hui, il y a 83% des RH qui pensent que la qualité de vie au travail, elle doit être gérée au niveau de l'organisation, et il y en a 36% qui pensent qu'elle doit être gérée au niveau de l'individu. Malheureusement, la bonne réponse, c'est censé être 100%, 100%. Donc en fait, on a vraiment un gap entre ce que veut la théorie pour améliorer la qualité de vie au travail et la pratique aujourd'hui dans nos entreprises. Cette étude, quand on cite un chiffre, on essaie de toujours nous citer la source, même si tu peux très bien l'avoir oublié, il n'y a pas de souci. Tu te souviens de quelle est la source de cette étude, là, 83%, 36%? Bien sûr, je voulais pas être trop prétentieux parce que c'est quand même une étude qui est issue de notre pôle recherche chez Moodwork, donc qui est une étude Moodwork en partenariat avec le Lab RH et le M Lyon. Et d'ailleurs, si vous voulez la lire, c'est soit disponible en version livre, soit vous pouvez la télécharger directement sur le site Moodwork. C'est une étude qui s'intitule Au-delà du collectif, l'individu au cœur de la QVT. En fait, c'est même une publication, je crois. C'est-à-dire que c'est pas un livre blanc, c'est une vraie. C'est une vraie étude, oui. Ok, c'est un outil de recherche. Pardon, je vais faire un peu le béotien pour être sûr. Et dès qu'on utilise un acronyme ou je réagis. DURP, tu peux rappeler ce que c'est? C'est le document unique de prévention des risques. Enfin, c'est le document sur lequel les RH et l'entreprise doivent réunir l'ensemble des potentielles situations à risque que l'entreprise peut rencontrer, donc tant sur la santé que sur les RPS, purement. Parfait. Alors voilà le cadre posé. Prévention. En fait, j'ai juste une première question, pardon, et je vais en attendre. Et je vois que Marina a posé une question aussi, donc je vais te la poser juste après. Mais juste une première question avant d'aborder la suite de ce webinaire. Prévention primaire, prévention secondaire, prévention tertiaire. Est-ce que les entreprises abordent les DRH que tu côtoies? Est-ce qu'ils abordent la QVT et les RPS avec cette structuration ou c'est une structuration ils arrivent à se positionner par rapport, je ne parle pas de la structuration comment dire, verticale, c'est-à-dire individuelle et organisationnelle, qui est le sujet de notre webinaire, mais juste de cette structuration horizontale là, sur les trois items. Quel est le degré d'appréhension justement des entreprises sur cette structuration-là? Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises quand même, soit parce qu'il n'y a pas eu, c'est quand même issu d'une formation un peu plus spécifique sur la prévention des RPS, etc. Donc on a des entreprises qui sont très avancées sur le sujet, qui en effet quadrillent exactement, OK, qu'est-ce qu'on fait en prévention primaire, secondaire, tertiaire? Et ça les aide beaucoup en fait dans leur méthodologie, dans leur appréhension de leur démarche qualité de vie au travail. Quand on est une entreprise qui est, on va dire, au début, au balbutiement de sa politique qualité de vie au travail, parfois,
bah, on se dit qu'est-ce que je vais faire et on voit le champ des possibles devant nous et on va piocher un petit peu au hasard là-dedans. Moi, ce que je conseillerais à une entreprise qui commence dans sa démarche de qualité de vie au travail, c'est déjà de s'assurer que sur la prévention tertiaire, on coche les cases. Parce qu'on ne peut pas se dire, OK, je vais éviter qu'il y ait des risques dans le futur et fermer les yeux sur les risques qui sont actuellement devant mes yeux. C'est comme si je disais, bah voilà, comme je disais tout à l'heure, on est dans une maison, on veut tous mettre une écharpe, mais on est déjà malade. Bah non, c'est trop tard. Oui, il faut commencer par la troisième marche, d'une certaine manière. Bon, Voilà, je trouve ça mieux personnellement. Après, si dans votre entreprise tout va extrêmement bien, vous pouvez commencer par la prévention primaire, mais ne pas être en capacité d'accompagner les gens qui ont un problème, ça c'est un risque à mon goût. Bon, très bien. Alors justement, tu es là pour répondre aux questions et pour pouvoir échanger avec l'audience. Et justement, Marina te pose une... Donc n'hésitez pas à poser les questions à Léopold, il est là pour vous, ou vos retours d'expérience. Il te pose la question suivante. Évaluez-vous le NPS avec Moodwork? Je ne sais pas ce que c'est que le NPS, l'évaluation. Ouais. Ouais, non, il n'y a pas de souci. Merci Marina pour la question. Le NPS, c'est le Net Promoter Score. Alors là, c'est Et le NPS. Ah, enfin, c'est pas le NPS tout court, c'est le NPS, mais c'est peut-être le Net Promoter Score. Tout à fait. c'est le Employee Net Ah, Promoter Score, je exactement, pense. pardon, tout Ouais. à fait. Voilà. Oui, oui. Alors non, avec Moodwork, en fait, c'est vraiment un outil d'accompagnement individuel du collaborateur. Le INPS, on va plutôt le rapprocher d'un outil, on va dire, barométrique, de pulse survey, qui va permettre au RH et à l'entreprise de prendre le pouls de façon générale et globale dans l'entreprise pour savoir qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien, est-ce que les gens sont contents de leur emploi et de leur expérience collaborateur. L'objectif de Moodwork, ça va être d'améliorer ce INPS, justement en outillant le collaborateur et en lui permettant d'avoir accès à des outils pour améliorer son expérience collaborateur en se connaissant mieux lui-même, en améliorant sa situation et en étant accompagné par des spécialistes. Ah, il y a une question, merci Léopold. Il y a une question de Marine sur les salariés, sur la dynamique collaborative ou coopérative des salariés sur cet axe, sur la démarche QVT. Avant d'y répondre, avant de te poser la question, on va justement poursuivre le webinaire parce que peut-être que tu y réponds dans la présentation suivante. Alors, on a vu effectivement que la QVT, c'était 3 stades, mais surtout 2 axes. Et dans ces 2 axes-là, il y avait un axe individuel et un axe organisationnel. En quoi, justement, c'est important de prendre en considération cet axe individuel? Ouais, alors c'est une super question et je ne vais pas commenter un petit peu plus les chiffres qu'il y a à l'écran parce qu'ils parlent vraiment d'eux-mêmes. Il y a vraiment un besoin d'accompagnement individuel du collaborateur dans les entreprises, mais j'aimerais bien faire une petite perspective un petit peu historique. Je vais faire un petit peu l'historien avec ma vision des choses. C'est qu'en fait, depuis grosso modo, depuis qu'on prend en compte la qualité de vie au travail, alors il y en a qui disent que c'est les années 60, 70, il y en a qui disent que c'est les travaux d'Elton Mayo dans les années 30. Moi, ce que j'ai constaté, en fait, c'est que depuis ces années-là, on apporte des avantages aux collaborateurs au fur et à mesure, que ce soit au niveau de la société, on dit bah, vous allez bosser 35 heures, vous allez avoir 5 semaines de congés payés, ainsi de suite, mais aussi au niveau de chacune des entreprises qui vont dire bah, moi je t'accorde du télétravail ou alors je t'accorde tel autre avantage et ainsi de suite. Et on a créé des avantages qui étaient communs à l'ensemble des collaborateurs. Donc on a fait monter au niveau organisationnel l'apport de l'entreprise et de la société en matière de qualité de vie au travail. Ce qu'on constate aujourd'hui, et depuis, j'ai envie de dire, une dizaine d'années, c'est qu'en fait, le collaborateur, il n'a plus envie d'avoir des avantages comme ses voisins. Il a envie d'être pris dans son individualité. J'ai envie de dire, c'est un petit peu la continuité de la société qu'on peut appeler individualiste, avec ses méfaits, mais aussi ses bienfaits. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le collaborateur, il a envie d'être pris dans ses singularités. Il n'a pas envie qu'on considère que bah, c'est exactement la même personne que son voisin. On n'est pas uniquement des homo economicus, on a aussi des besoins qui nous sont propres. Et je vais vous illustrer ça avec un exemple qui est très simple et que je pense que tout le monde dans ce webinaire a pu constater. On a déjà tous eu un collègue qui était dans une équipe et ce collègue, bah, il avait aussi un collègue. Et ils étaient deux dans cette équipe et ils ont la même équipe, ils ont la même entreprise, ils ont le même manager, ils ont même potentiellement des situations familiales assez similaires. Et pourtant, il y en a un qui craque, l'autre qui craque pas. C'est bien la preuve que prendre les problématiques que de haut et de les regarder et de se dire je gère les gens un petit peu comme des pantins, peu importe qui ils sont, ça ne répond pas réellement à à la problématique de qualité de vie au travail. Et il y aura toujours des gens qui passeront à travers les mailles du filet. Donc, ce qui est important de noter là-dessus, c'est que
ces deux salariés qui sont dans des situations différentes et qu'il y en a un qui a craqué et l'autre non, la raison, elle est simple, c'est que leur perception, elle est différente. Et pour que leur perception, elle s'aligne, mais qu'eux aussi ils soient en capacité d'adapter leur perception, il faut qu'ils soient adaptés en fonction des situations qui sont les leurs. Et donc, c'est là qu'on revient, on va dire, au sujet général de ce webinaire, c'est rendre le salarié acteur. La seule façon pour que ces salariés, celui-ci ne craque pas, c'est que individuellement, ils prennent en charge ce sujet de la qualité de vie au travail, en plus que son manager et ses ressources humaines le prennent. Donc c'est bien. En fait, souvent on réduit, de mon point de vue, hein, là encore une fois, c'est un propos de béotien, de naïf. On réduit souvent la qualité de vie au travail à l'aspect organisationnel, comme tu l'as très bien évoqué sur la slide précédente, qui est de dire, ouais, bien sûr c'est du rôle de l'employeur, mais ce n'est pas que dans l'aspect structurel, organisation à mettre en place, c'est bien dans l'aspect individuel que tu viens d'introduire, qui correspond d'ailleurs aussi à une tendance de fond qui est ce que Cynthia Fleury appelle la société du care, la société du prendre soin. Et en fait, la société du prendre soin, c'est effectivement le fait de reconnaître ce qui peut paraître un peu évident aujourd'hui en 2021, mais chaque collaborateur comme étant des personnes singulières, ayant en fait tout à chacun, on a envie d'être reconnu pour ce qu'on fait, mais surtout aussi pour qui on est, et donc en tant que personne. Donc on a envie qu'on se soucie aussi de sa personne. Donc c'est de prendre en considération, tu as parlé de démarche individuelle, d'individualisation de la relation. Quel est le degré de maturité justement des entreprises aujourd'hui sur cette structuration, qui est une autre structuration de la QVT, qui est une structuration un peu là à deux niveaux, qui se complètent, je pense, hein, qui ne s'opposent pas. Quand tu rencontres des DRH, est-ce que on appréhende correctement cette logique de dire, tiens, ben, la QVT ne passe pas que par l'aspect organisationnel, elle passe aussi surtout par l'aspect individuel? Ouais, alors c'est une excellente question. Alors moi déjà, j'ai l'impression de façon générale, il y a pas mal de DRH qui gèrent le sujet de qualité de vie au travail et quand j'arrive et je leur parle de ça leur fait un flash. Je dis mais c'est pour ça en fait, je bosse dessus depuis 10 ans et il y a toujours des problèmes, il y a toujours des choses qui ne vont pas. Et ils disent mais en fait on a une brique manquante, c'est qu'on a voulu prendre les gens tellement par la main qu'ils se sont déresponsabilisés sur ce sujet de qualité de vie au travail et que les gens sont tellement en attente qu'ils se disent plus j'ai un problème, je vais l'exprimer, mais j'ai un problème, j'attends qu'on le remarque. Donc ça, c'est vraiment la première marque typiquement du salarié qui a été complètement déresponsabilisé sur ces sujets de qualité de vie au travail. Après, moi, mon constat, pour revenir à ta question de façon plus générale, c'est qu'on a des entreprises avec des degrés de maturité qui sont complètement à des opposés. J'ai rencontré des entreprises, et je vais les citer parce que je pense qu'ils n'auront pas de problème à ce que je les cite, Euroclear, Nespresso, Johnson Johnson, des gens qui ont une avance sur ces sujets d'accompagnement individuel et qui disent si on veut que nos salariés soient bien dans notre entreprise, il faut que déjà eux, ils se comprennent, qu'ils sachent ce qu'ils veulent et qu'ils soient en capacité de s'améliorer. S'ils ne sont pas en capacité de s'améliorer, s'ils ne sont pas en capacité de comprendre là où ils en sont, on ne va pas pouvoir le faire pour eux. Au bout d'un moment, voilà, on est chacun dans sa carrière. Certes, l'entreprise est là pour nous aider, mais comme dit c'est quoi le dicton, c'est aide-toi et aide-toi toi-même et Dieu t'aidera. C'est un peu ça ce qu'ils disent. Après, ça ne veut pas dire que l'organisation, elle se défait, on va dire, de la responsabilité de la thématique, mais c'est qu'elle va les aider, elle va outiller et accompagner le collaborateur justement dans cette démarche. Et alors, ça, je vous parle de trois de ces sociétés parce que ça fait des années qu'elles sont dessus. Et moi, quand je suis arrivé et que je suis allé les voir, j'ai été moi-même assez surpris de leur degré de maturité. Maintenant, aujourd'hui, je vois les entreprises qui montent en maturité énormément sur ces sujets-là. Et la raison, elle est évoquée très rapidement au début, c'est qu'avec la mise en place de pas mal de télétravail, d'un travail un peu hybride, en fait, la mainmise de l'entreprise sur la qualité de vie au travail du collaborateur, elle est beaucoup moins importante. Donc, en fait, pour continuer à améliorer la qualité de vie au travail du collaborateur, la solution que les entreprises trouvent, c'est de responsabiliser et d'outiller le collaborateur. Ça va un petit peu dans le sens de l'histoire, j'ai envie de dire. Ah, il y a une question que je trouve très intéressante de Marine, parce que là, en fait, on parle de maturité des entreprises, donc de maturité, ou en tout cas de compréhension un peu complète des professionnels RH sur ce sujet de la QVT, qui évolue au même titre que la société, hein, le sujet et la manière de l'adresser, mais qui inverse un peu le sujet. Je trouve ça intéressant et je voudrais bien avoir ta réponse là-dessus. C'est les salariés sont-ils en général coopératifs dans la démarche de QVT? C'est-à-dire, beaucoup doivent penser que c'est à la charge de l'employeur, c'est que l'employeur a peut-être occulté cet aspect individuel, mais le salarié, lui aussi, d'une certaine manière. Alors c'est une excellente question, merci Marina. Et on le constate dans les entreprises, c'est que
on ne peut pas mettre une démarche individuelle de gestion de la qualité de vie au travail dans une entreprise si elle n'a pas mis en place une démarche organisationnelle. Il faut que le message soit très clair, que l'organisation prend soin de ses collaborateurs. Et à partir du moment où ce message est suffisamment clair, alors là, j'ai envie de dire à la charge des RH et de l'entreprise de considérer quand ce message est suffisamment clair. À partir de ce moment-là, on peut se lancer dans une démarche individuelle de qualité de vie au travail. Il ne faut pas du tout que le message soit brouillé pour le collaborateur, qui se dise ah d'accord, donc mon entreprise s'en fiche de ma qualité de vie au travail, mais moi je suis censé la gérer. Donc grosso modo, je suis censé gérer les externalités négatives que va générer mon entreprise sur ma qualité de vie au travail sans qu'elle ne s'en soucie. Donc c'est une très bonne question. C'est une marche, c'est encore une fois dans le sens de l'histoire. On se dit l'entreprise gère la qualité de vie au travail. Quand elle considère qu'elle fait son travail là-dessus, elle passe à l'aspect individuel. En fait, il y a bien la QVT marche sur deux jambes, la partie organisationnelle et la partie individuelle, mais le premier pas, pour essayer de filer la métaphore sur les jambes, pour être dans une bonne dynamique de marche, le premier pas, c'est l'organisationnel. Sinon, effectivement, il y a une. C'est exactement ça. Et puis j'aime bien ta métaphore sur le premier pas est organisationnel, le deuxième est individuel. Mais quand on marche, et c'est ça la démarche qualité de vie au travail. C'est pour ça que la QVT, c'est pas instantané, je fais quelque chose, je m'arrête. C'est une démarche de long terme et donc c'est un marathon plutôt. Ouais, voilà, ouais, voilà, c'est oui, c'est même il y a un marathon, il y a une fin, mais c'est presque une course, voilà, une course infinie, une course sans fin. Caroline te pose aussi la question suivante, qui est plus une question là d'ordre juridique et d'égalité de traitement plus que d'équité. Est-ce que le droit français permet justement de créer des avantages individualisés? Alors là, je suis pas du tout avocat, Caroline. Vraiment, je vais m'excuser sur cette question. Je ne saurais pas vous répondre et je voudrais pas vous dire des bêtises. Donc, En fait, est-ce que toi, tu as un élément de réponse, Thomas, tu sais ou alors, pas? en fait, déjà la question est fort pertinente et elle est un petit peu récurrente quand on délivre un certain nombre d'avantages pour les collaborateurs. Je prends l'exemple de crèches d'entreprise. C'est pas un problème de droit en fait, c'est un problème de dire est-ce qu'on peut être dans l'inégalité de traitement. Mais en fait, on a toujours été dans une inégalité de traitement. Je veux dire que tout le monde ne suit pas exactement les mêmes formations, tout le monde n'a pas la même rémunération, tout le monde n'a pas le même process d'intégration et ne bénéficie pas des mêmes avantages. Donc là, c'est plus à mon avis, mais alors là, pardon, je donne mon propre point de vue, c'est plus un changement de posture des équipes RH qui ne doivent pas être uniquement prôner l'égalité face au droit, mais l'équité face au service. Et je pense que là, les deux ne s'opposent pas. C'est-à-dire qu'on peut évidemment respecter le code du travail tout en fournissant un service différencié. Voilà, les hauts potentiels tels qu'ils étaient qualifiés ou les cadres dirigeants, même s'ils correspondent à un statut différent, ont des éléments très différenciés et des avantages individualisés. Donc, je pense que c'est tout à fait possible juridiquement. Mais s'il y a quelqu'un qui est en ligne et qui peut nous confirmer, nous infirmer le propos, ça serait très bien. Est-ce qu'on juridiquement on a le droit de faire des avantages individualisés? Il me semble que oui. Alors poursuivons justement le webinaire. On a vu ce que c'était. On a vu quel était l'intérêt en fait presque c'était pas un point mort, zut, comment est-ce qu'on dit, un angle mort, voilà. Il y a une espèce d'angle mort, en fait, qui est l'appréhension de cet axe individuel. Maintenant, OK, comment je fais? Je suis une entreprise de 3000 salariés, je veux initier cette démarche telle que décrite de QVT. Par quelles étapes je passe? Quelle Excellente. d'application? Voilà, maintenant c'est l'application, c'est une excellente chose pour voir que tout le monde puisse le mettre en place. Alors la première chose, je veux dire, avant d'aller dans l'application concrète, de rendre le collaborateur acteur de sa qualité de vie au travail, c'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts. Il faut déjà que ce soit une démarche qui soit acceptée, soutenue par la direction et par les managers. Comme n'importe quelle démarche de qualité de vie au travail, on se lance pas dedans en se disant bon, je balance ça au collaborateur et puis il se débrouille. Il faut que ce soit absolument porté par la hiérarchie. Ensuite, j'ai envie de dire, quand on parle de rendre acteur quelqu'un sur quelque chose, peu importe la situation, que ce soit parce que vous achetez une maison ou quoi que ce soit, il y a 3 étapes qu'il faut absolument pouvoir respecter pour être acteur de n'importe quoi. C'est 1, s'auto-évaluer.
2, être accompagné et 3, se former. Je le mettrais même dans un autre ordre, s'auto-évaluer, se former et être accompagné. En termes de qualité de vie au travail, ce qui me semble primordial dans un premier temps, c'est d'être en capacité, en tant que collaborateur, moi, de comprendre la situation que je suis en train de traverser. Aujourd'hui, par les médias, excuse-moi, parlons RH, Pas de souci. on est assailli de thématiques sur le burn-out, le bore-out, le bien-être en entreprise, le mal-être en entreprise, etc. Et pourtant, c'est très compliqué pour un collaborateur de se situer vis-à-vis parfois de ces pathologies. Et donc, ce qui me semble très important, pour un collaborateur, c'est d'éviter toute situation de déni, d'incompréhension, etc. Et tout comme une entreprise ferait un audit au niveau organisationnel pour comprendre la qualité de vie au travail dans l'entreprise, eh ben, le collaborateur, à mon avis, il doit avoir accès à des outils qui vont lui permettre de comprendre sa situation. Donc ça, je veux dire, des questionnaires, ça peut se trouver en ligne, ça peut s'acheter, etc. Je pense que l'entreprise peut un peu se mobiliser sur ces thématiques-là. Juste une chose, ce qui me semble primordial, c'est la validation scientifique des outils que l'on propose. J'ai pas mal travaillé sur ces thématiques-là par le passé et encore aujourd'hui. Et imaginez, vous avez un test devant vous de burn-out. Le test n'est pas du tout validé scientifiquement et vous répondez au questionnaire et ça vous dit vous n'êtes pas en burn-out alors que vous êtes vraiment en pré-burn-out. Le risque, il est immense parce que le déni ne fera que perdurer et en termes de burn-out, plus le déni est long, plus la rupture est violente. Donc ça, c'est très important. Si on veut proposer à son salarié des outils d'auto-évaluation, c'est valider déjà la pertinence de l'outil qu'on va lui proposer. Donc ça me semble très important dans un premier temps. Deuxièmement, et je ne vais pas faire dans le même ordre que sur le schéma, c'est se former. Tout simplement parce qu'on on a tous dans les RH des spécialistes de la formation, etc. On a été très hard skill pendant des années et des années, et puis on voit depuis quelques années que maintenant le bébé des RH, c'est les soft skills. Les soft skills, c'est génial. Les soft skills, c'est ce qui permet de travailler ensemble. Les soft skills, c'est ce qui permet d'avoir des gens qui travaillent conjointement de façon efficace et intelligente. Quand on parle de qualité de vie au travail, les soft skills, c'est primordial. On a tous déjà eu dans son entreprise des gens qui savaient pas bien communiquer. Un manager qui ne sait pas exprimer un besoin à son équipe, c'est dramatique. La communication, trouver du sens dans son travail, ça se fait pas en claquant des doigts. C'est pas quelqu'un qui va te dire tiens, c'est ça le sens de ton travail. La gestion du stress, ça s'apprend. La gestion des émotions, c'est de plus en plus important. On parle d'intelligence émotionnelle de plus en plus, comprendre ses émotions, mais aussi celles des autres. Et ça, ce sont des soft skills où on a toujours l'impression que y a des gens qui les ont et des gens qui ne les ont pas. Et ben ça, je trouve ça extrêmement dommage. Et à mon avis, l'entreprise, si elle veut vraiment améliorer sa rétention des collaborateurs, améliorer la collaboration entre eux et ainsi de suite, elle doit absolument miser sur les soft skills et améliorer la qualité de vie au travail. Et donc, en aidant les collaborateurs à se former sur ces thématiques-là, elle va bien sûr leur permettre d'améliorer leur qualité de vie au travail. Mais on se forme comment aux soft skills? Il y a énormément de choses. Moi, j'ai envie de dire, la première chose, enfin, je veux dire, on dit qu'on a l'information à portée de main sur Internet, sur des applications. Je pense qu'il y a énormément de choses qui peuvent vous permettre de trouver de l'information. Mais moi, ce que je trouve intéressant et dans ta question, c'est que la formation aux soft skills, c'est pas de la formation hard skills. On va pas vous mettre dans une salle pendant 3 jours et vous dire, tiens, aujourd'hui, tu vas faire 3 jours sur la gestion du stress. Que tu sois stressé ou pas, tu vas apprendre. Moi, par exemple, j'étais un très mauvais élève. Je rentrais en cours de droit. C'est pour ça peut-être que la question de tout à l'heure, j'ai pas réussi à y répondre. Je passais 2 heures en cours de droit et je sortais et je savais même pas si c'était de la compta ou du droit parce que je n'étais pas intéressé. Et donc, on avait beau me mettre dans une salle et me dire, tu vas apprendre du droit, je suis désolé, j'en sortais, j'en apprenais rien. Par contre, derrière, j'ai été chef d'entreprise et quand j'avais une question de droit, il fallait que j'y réponde, sinon j'étais pas bien. Donc j'allais me renseigner, je trouvais sur Internet, j'appelais des amis avocats, etc. Et là, je montais en compétence. La qualité de vie au travail, pour moi, c'est la même chose. J'ai affaire à une situation qui met en péril ma qualité de vie au travail ou celle de quelqu'un dans mon équipe, et directement, je vais me renseigner, etc. Et pour moi, c'est ça. Et Jérémy Lamry, dans son bouquin sur les compétences du 21e siècle, je pense que tu as dû en avoir un aperçu, Thomas, il dit la compétence du 21e siècle, c'est de se former en continu. Et en matière de qualité de vie au travail, moi, j'en suis intimement persuadé. Donc, c'est faire en sorte que ces collaborateurs soient en capacité d'accéder à de la formation en direct, très facile pour permettre de répondre à des problématiques du quotidien. Et donc ça, on est vraiment dans de la prévention secondaire. Et si on ne fait pas cette prévention secondaire, on va se retrouver à faire de la prévention tertiaire, donc à faire du pompier.
Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Thomas? Oui, tout à fait. En fait, je Ouais. trouve ça très compliqué pour les professionnels RH d'être à la fois dans la responsabilisation des collaborateurs sans se déresponsabiliser soi-même. Il y a toujours un effet miroir, hein. Tout à l'heure, c'était une des questions aussi sur le. Il y a un effet miroir entre l'entreprise et les collaborateurs. Euh, En fait, c'est comment on les rend acteurs sans se déresponsabiliser. Et en tout cas, qu'ils le perçoivent comme tel. On est un peu sur un chemin de crête quand même. C'est-à-dire, formez-vous, mais je vous aide, je vous accompagne, enfin, je reste dans mon rôle d'employeur à vous accompagner dans cette responsabilité ou dans le développement de votre employabilité, en fait. Exactement. Et ben, je pense qu'il y a une réponse la réponse, elle réside dans la communication. Dans la qualité de vie au travail, la communication, c'est primordial. Quand on fait une enquête qualité de vie au travail, quand on met en place un plan d'action, il faut que tout le monde soit très alerte de ce plan d'action. Et c'est primordial, à mon avis, que dans ce plan d'action, chacun des acteurs de la qualité de vie au travail de l'entreprise ait sa part. Et donc, on ne peut pas mettre en place un plan d'action QVT en disant, bah, vous, les salariés, on va vous donner quelque chose pour améliorer votre qualité de vie au travail. C'est ça notre plan d'action. Bah non, le plan d'action, il doit être à tous les niveaux hiérarchiques et il faut que le collaborateur voit que, bah, OK, il va y mettre du sien, mais tout le monde va y mettre du sien également. Et c'est comme ça qu'on répond à cette problématique, en effet, de dire est-ce que le collaborateur, il va pas se dire, OK, il me rebalance sur moi un problème qu'il n'a pas envie de Ouais. gérer. Donc, 3 étapes, s'auto-évaluer, s'auto-former, et la troisième. Être accompagné. Et être accompagné, c'est beaucoup plus, on va dire, traditionnel. Je pense que je vais pas apprendre grand-chose à tout le monde ici, mais donner accès à ses collaborateurs, à des spécialistes, et des gens dont c'est le métier, des psychologues du travail, des psychologues cliniciens, des assistantes sociales, des coachs et ainsi de suite. Et je trouve ça très important de dédramatiser cet accompagnement. On a eu tendance, depuis les suicides France Télécom, dans toutes les entreprises, on a mis, tiens, voilà une cellule d'écoute psychologique. Ce qui a fait que les salariés se disent, ah, les psychologues, c'est que quand je suis au bord du suicide ou que ça va vraiment pas du tout. Mais ça, il faut le dédramatiser et je pense que c'est très important et dans les pays anglo-saxons, il est beaucoup mieux compris que nous. C'est que se faire accompagner, ça veut pas dire que je suis fautif. Ça veut dire que je veux m'améliorer et ça, il faut le communiquer dans son entreprise et donner accès à son salarié, à ses spécialistes. Et certains vont dire bah ouais, mais ça coûte cher, etc. Bah, je suis désolé, mais accompagner quelqu'un et éviter un arrêt maladie de 3 à 6 mois, bah, vous pouvez accompagner toute votre entreprise pendant 5 ans. Je rappelle que les arrêts maladie augmentent d'année en année, qu'on est plus malade en 2020 qu'en 2019, en 2019 qu'en 2018, en 2018 qu'en 2017. Et ça représente en moyenne, secteur privé, secteur public confondu, plus de 20 jours d'absence en moyenne par an et par salarié. Et C'est effectivement, énorme. il y a un moment, il faudrait qu'on limite la casse. Le coût pour la société, c'est 3 500 euros par an par salarié, selon l'Institut Sapiens. Donc, si vous avez 1000 salariés, je vous laisse faire le calcul. Si vous en avez 10 000, il y a effectivement peut-être un intérêt à investir pour justement le ROI est direct et très rapide. En plus d'avoir un ROI social, c'est un ROI économique et opérationnel extrêmement fort. Je suppose que si tu nous recommandes ces 3 étapes avec conviction, avec comment dire, c'est raisonné, c'est tout à fait cartésien. C'est ce que vous proposez chez Moodwork, ces 3 Alors, domaines-là, c'est ça? alors on le propose sous une certaine forme. Il y a des entreprises pour lesquelles notre forme ne conviendrait pas, d'autres pour lesquelles c'est extrêmement pratique et facilitant. Je vous disais tout à l'heure, il y a des entreprises qui font déjà en fait ces 3 grands axes, qui l'ont fait assez naturellement, qui ont créé leurs différentes briques et ainsi de suite. Mais en effet, sur Moodwork, en fait, on a créé des questionnaires d'auto-évaluation, on dispose d'outils de formation et on donne accès à des spécialistes via en fait une application web et mobile, comme je vous le disais au début. Et en fait, pardon, mais sur le marché de la QVT, il y a beaucoup d'acteurs. Tu citais le Lab Mm. RH qui regroupe 270 startups en RH, dont un tiers presque, enfin, il y a un gros secteur sur la QVT. En 2 mots, c'est quoi les éléments de différenciation ou la singularité de Moodwork sur ce marché? Ouais. Alors je vais peut-être faire un petit focus, on va dire, sur l'aspect marché digital de la qualité de vie au travail, parce que le marché un peu plus traditionnel, on le connaît avec les cabinets de conseil, ceux qui font les audits et ainsi de suite. Mais depuis 5 ans, c'est le marché du digital et de la qualité de vie au travail qui explose. Et c'est normal parce que le digital, il a quand même cet avantage de pouvoir accompagner tout le monde n'importe où et n'importe quand. Donc, quand on veut faire de la qualité de vie au travail, une démarche de long terme qui accompagne le collaborateur toute l'année, c'est quand même
très puissant. Maintenant, ce qu'il faut différencier sur le marché de la qualité de vie au travail, c'est déjà premièrement les outils qui gèrent l'organisationnel, des outils qui gèrent l'individuel. Sur l'organisationnel, on va retrouver principalement des outils de mesure. Supermood, Bloom at Work, Bloomin, etc. On peut vous en citer énormément. Il y a énormément d'outils qui permettent de faire cette prise de température barométrique de l'entreprise et de permettre en fait aux ressources humaines et aux directions de mettre en place des actions pour la qualité de vie au travail. C'est pas ce que je fais et donc je vais mettre un bémol, mais qui est à prendre avec des pincettes, vu que comme vous pouvez l'imaginer, c'est pas mon métier, mais ça arrive qu'on soit à deux dans des entreprises. C'est que la mesure n'est pas une action. C'est pas parce qu'on mesure la qualité de vie au travail qu'on l'améliore, et ça c'est très important à souligner. C'est que parfois les entreprises se retrouvent avec un budget, et ils mettent tout le budget dans la mesure, et derrière, sur la mise en place d'actions, il se passe pas grand-chose. Et ça c'est extrêmement frustrant pour le salarié, et ça fait un effet inverse, qui est de se dire, bah d'accord, on a mesuré ma qualité de vie au travail, et derrière je sais pas ce qui se passe. Donc ça, c'est voilà, c'est très utile, très pratique, mais il faut avoir les moyens derrière pour mettre en place des politiques qualité de vie au travail. Deuxièmement, et le deuxième axe, c'est celui de l'accompagnement individuel du collaborateur. Chez Moodwork, on a été un peu précurseur parce qu'on existe depuis 2016-2017, mais on a énormément de nouvelles sociétés qui existent depuis le début du Covid, parce que voilà, il y en a qui ont vu qu'il y avait un sujet important pour les entreprises et qui sont beaucoup développés depuis ces années-là. Et donc, ce qu'on remarque maintenant sur le marché des plateformes qualité de vie au travail d'accompagnement individuel, c'est qu'elles se démultiplient. Du sport, de l'accompagnement psychologique, de la formation, de l'auto-évaluation et tout un panel de plateformes. Alors, moi, je trouve ça extrêmement intéressant, extrêmement stimulant. Après, ce que je constate dans pas mal d'entreprises, c'est qu'elles en prennent une, elles en prennent deux, et puis là, elles commencent à se dire, mon collaborateur, il va plus rien comprendre. Donc, un de nos objectifs, en tout cas chez Moodwork, c'est d'être une porte d'entrée pour la qualité de vie au travail du collaborateur et éviter que l'entreprise ait à prendre différentes solutions pour être sûre de couvrir les différents aspects qu'elle souhaite couvrir. Ok. Donc en fait, c'est un tout en un. C'est un peu c'est peut-être trop réducteur de dire ça. Je sais pas. On essaye de l'être, mais après, voilà, on essaie de travailler sur la qualité de chacun de nos éléments. Par exemple, je vous parlais des auto-évaluations. On est des articles de recherche qui prouvent la validité scientifique de nos questionnaires. Donc, on peut pas se lancer dans tout en même temps, mais en tout cas, ça fait partie de nos projets de s'étendre et de traiter de plus en plus de thématiques. Ouais. En tout cas, merci Léopold pour ce propos extrêmement clair, fluide. J'espère que voilà, on a traité presque toutes les questions. Il reste, allez, on va en prendre il y en avait une dernière. Toc. Allez, en 2 secondes, est-ce que tu as des exemples d'avantages individualisés? C'est Marine qui pose cette question-là. Est-ce qu'il y a des exemples? En fait, quels sont les exemples de services que vous pourriez délivrer de façon individuelle? Alors nous, sur la plateforme Moodwork, en fait, l'idée c'est que c'est une plateforme qui est sur base du volontariat, c'est-à-dire qu'elle est déployée à l'ensemble des collaborateurs et eux en font l'utilisation qu'ils souhaitent. Donc en fait, il va pas y avoir à se dire bah un tel a eu plus d'avantages que d'autres. De toute façon, ils ont accès aux auto-évaluations, aux formations et aux spécialistes de façon illimitée. Ensuite, c'est à leurs mains de l'utiliser ou non, j'ai envie de dire. C'est comme si je vous disais bah au bureau, voilà, je t'ai acheté une souris. Est-ce que tu l'utilises pas? Ça, c'est ton choix. Par contre, l'avantage, il a été fait de façon égalitaire pour l'ensemble des collaborateurs. Et ce qui est très important, Marina a souligné également, et qui fait partie un peu de notre fer de lance, parce que Moodwork, on est quand même une entreprise à mission. Donc, une entreprise à mission, ça veut dire que c'est inscrit dans nos statuts qu'on souhaite améliorer la qualité de vie au travail, qu'on souhaite participer à la recherche sur la qualité de vie au travail. Et résultat, on ne s'arrête pas à se dire, on va accompagner que les collaborateurs et les entreprises qui ont le plus d'argent. Donc, chez Moodwork, c'est très important pour nous d'avoir ce principe d'égalité. Et donc, on a développé des questionnaires d'auto-évaluation spécifiques pour des typologies de métiers qui ne sont pas adressés par nos concurrents aujourd'hui. On a créé des questionnaires spécifiques pour les techniciens ouvriers, pour les conducteurs routiers, pour le personnel soignant et ainsi de suite. Donc, ça va s'adapter à tous les collaborateurs. Et quand je suis dans une entreprise, et j'aime bien prendre cet exemple parce qu'on travaille avec la PHP, à la PHP, il y a des gens dans des bureaux, du personnel soignant, des techniciens ouvriers et plein de solutions qualité de vie au travail. Ils diraient bah, c'est que pour le personnel de bureau. Nous, ça, c'est hors de question. Quand on s'adresse à une entreprise, c'est l'ensemble des collaborateurs qui doit être accompagné. Merci beaucoup, Léopold. On termine toujours les webinaires par 2 questions. Je vais te demander 20 secondes de réponse pour ces 2 questions. Quel est ton coup de com' et ton coup de cœur?
Ouais, alors, mon coup de com', je dirais que c'est notre prochaine étude. On vous en a parlé au tout début, on vous a parlé d'un bouquin qu'on a sorti en octobre dernier sur Au-delà du collectif, l'individu au cœur de la QVT. Eh bien, on a un prochain livre qui va rentrer. On les propose gratuitement. C'est vraiment notre apport à la recherche et à convaincre un maximum de personnes sur l'importance de la qualité de vie au travail. Si vous voulez le recevoir, c'est très simple. Il suffit de nous suivre sur notre page LinkedIn et dès qu'il sortira, vous serez informé. Il suffira de nous demander, on vous fera parvenir. Donc, le coup de com', un livre qui est accessible gratuitement à la rentrée. Et ton coup de cœur? Mon coup de cœur, j'aime beaucoup utiliser cette citation. C'est une citation d'Albert Camus qui dit: mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et je pense que cette citation, elle a toute sa place en matière de qualité de vie au travail. À Alors, méditer. à méditer, mais je ne peux que évidemment souscrire à ce propos. Nous parlons RH, on essaie d'utiliser le mot juste pour justement ne pas rajouter à la misère du monde. Merci infiniment et contribue à notre mesure à la QVT, je ne sais pas. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents. Merci infiniment, Léopold, pour ce webinaire, pour ton propos. Euh, Très complet, très riche Avec et plaisir. très fluide. Je vous dis à tous à très bientôt. Je vous donne surtout rendez-vous le 23 septembre. Notez bien la date, 23 septembre. Pour vous parler de quoi? Eh bien, de QVT dans un cadre d'hybridation, dans un cadre d'organisation hybride. L'hybridation est là et quel est l'impact sur la QVT? Vous voyez, on est dans la. Tout à l'heure, on parlait de continuum pédagogique. Ben là, on est dans le continuum thématique sur la QVT. C'est évidemment un sujet phare et important de cette année et des années suivantes, très certainement. Merci à toutes et à tous. Et encore une fois, merci beaucoup, Léopold. Merci beaucoup, Thomas. Au revoir. Portez-vous bien. Bonnes vacances pour ceux qui partent.